La mort d'Evgeny Prigojine continue de faire parler de lui. Nous l'évoquerons. Nous parlerons aussi de l'Afrique du Sud qui accueille le sommet des BRICS. Les BRICS s'ouvrent à 6 nouveaux pays. On évoquera ensuite le Nigeria. La CEDEAO roule sur l'uranium et le pétrole. Les propos de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, nous les analyserons. Et puis le Mali et le Burkina Faso autorisés à déployer des troupes en cas d'agression du Niger. Et on va parler enfin du Togo, évoquer donc cette performance de l'université de Lomé, classée parmi les meilleures universités francophones d'Afrique de l'Ouest. Rien de plus pour réjouir un peu le président de l'université de Lomé, le ministre Kokoroko. Deux invités pour évoquer ces différents sujets. D'abord Jacques Diakouty, qui est journaliste, ancien président du Conseil national des patrons de presse. Bonsoir Jacques Diakouty. Bonsoir Niaoui, bonsoir à nos téléspectateurs et merci pour l'invitation. Et souhaiter sûrement peut-être bon appétit pour ceux qui sont à table partout nous des suivis dans le monde. Et merci effectivement pour le travail que vous êtes en train de faire. Il faut reconnaître que vous faites un travail noble pour la presse, surtout les médias ici au Togo. Souhaiter à toute l'équipe, à tous ceux qui nous suivent dans le monde entier, merci pour leur fidélité, merci d'être branchés à leur institut, à cette télévision. Et merci à vous aussi d'avoir accepté l'invitation de cette émission. Face à vous, il y a le président du Ton de la jeunesse patriotique, Yao Eklonukunu. Bonsoir Yao Nukunu. Bonsoir à vous, monsieur Samia Niaoui. Bonsoir à mon co-débatteur, monsieur Excellence Jacques Diakouty. Et bonjour à tous vos collaborateurs ainsi qu'à tous qui suivent la New World TV un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. Il y en a qui me demandent toujours pourquoi chaque fois quand je vous invite, vous appelez les journalistes Excellence. Et je leur ai expliqué que c'est parce que c'est le 4e pouvoir. Exactement, bien évidemment, bien sûr. D'accord. Merci à vous d'être notre invité. On commence avec la Russie. L'actualité là-bas, c'est la mort d'Evgeny Prigojine, le patron du groupe paramilitaire Wagner, s'est éteint dans le crash de son avion privé qui ralliait Moscou à Saint-Pétersbourg. C'était le 23 août dernier. La mort de cette personnalité n'a pas laissé indifférent dans le monde entier. On le sait, le groupe Wagner a monté en puissance depuis quelques années déjà grâce justement à celui qui était le cuisinier de Vladimir Poutine. Justement, le président de la Fédération de Russie a parlé d'Evgeny Prigojine. On va écouter Vladimir Poutine et puis on fait le débat. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Je connais Prigojine depuis très longtemps, depuis le début des années 90. C'était un homme au destin compliqué et il a commis de graves erreurs dans la vie. Mais il a obtenu de bons résultats, tant pour lui-même que lorsque je lui ai demandé pour les causes communes comme ces derniers mois. En effet, s'il y avait des employés de la société Wagner, et les premières données semblent indiquer qu'ils y étaient présents. Je voudrais préciser qu'il s'agit des personnes qui ont apporté une contribution significative à notre cause commune dans la lutte contre le régime néo-nazi en Ukraine. Nous nous en souvenons, nous en sommes conscients et nous ne l'oublions pas. Внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом в Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Jacques Diakouty, est-ce que vous pensez que Evgeny Prigojine est un homme qui va manquer? Bien sûr, vous savez, quoi qu'on dise, l'homme est un homme un peu controversé, quoi qu'on dise. L'erreur de Prigojine, c'est le fait de vouloir se retourner contre son bienfaiteur qui était le président Poutine. Parce que vous savez, dans cette vie, vous ne pouvez pas avoir, comme on le dit souvent, 2 capitaines dans un bateau. Et il fallait s'y attendre. Bon, pour ceux qui doutaient que Poutine allait régler les comptes à Prigojine, l'ont finalement vu à l'œuvre. Parce qu'il faut reconnaître que Poutine n'a pas du tout digéré l'affront lancé contre lui. Vous vous rappelez, lors de cette mutinerie, il a fallu effectivement qu'un autre président de notre pays puisse intervenir pour que Prigojine puisse effectivement dire à ses troupes d'arrêter leur marche vers Moscou. Donc je crois que c'était un affront contre Poutine et Poutine n'a jamais pardonné ça. Et
pour ceux qui connaissent un peu Poutine, savent que c'est un monsieur qui ne laisse rien passer. Et il a prouvé effectivement que la calmie qui avait eu lieu entre 2-3 mois, il savait ce qu'il préparait. Parce qu'il n'y a eu quoi qu'on dise, un avion ne peut pas décoller comme ça, qu'on dise qu'il y a eu un crash. Sûrement, il y a eu un missile peut-être qui a été lancé quelque part contre cet avion, soit il y avait des explosifs, soit dans cet avion. Je crois que la façon dont Prigojine effectivement a quitté cette terre, ça fait un peu mal, mais il fallait s'y attendre. Moi, je n'étais pas surpris de ce qui lui est arrivé. Soit il mourrait peut-être par un détour au niveau du combat, soit ce qui lui est arrivé, c'était cette façon-là, sûrement que Poutine allait chercher à l'éliminer. Mais quoi qu'on dise, il faut reconnaître que le gars, quand même, a servi à Poutine, surtout avec la guerre en Ukraine et un peu partout également aujourd'hui en Afrique. On a vu effectivement sa milice-là venir souvent en appui, en aide aux militaires des pays qui avaient des problèmes, aux armées des pays qui avaient des problèmes. On l'a vu à l'œuvre en Centrafrique, à Madagascar également. Il a fait également ses preuves là-bas. Comme je l'ai dit, c'était un homme controversé, mais quoi qu'on dise, il a également quand même vécu, malgré les controverses de sa vie sur cette terre, il a permis quand même des fois à créer des troubles, à ramener souvent la paix et également, pour tout conclure, il faut reconnaître qu'il a eu également les dividendes par rapport à ces actions qu'il a menées dans ces pays que je viens tout à l'heure de citer. Alors Prigojine, il faut le rappeler, il disait il y a quelques mois que ce qui est sûr, nous irons en enfer, mais là-bas également, nous serons les maîtres. C'est ce qu'il disait lui-même. Yahweh Klonokounou, simple crash d'un aéronef ou bien assassinat? Monsieur Samuel, vous savez, les épisodes révèlent que Monsieur Poutine, c'est quelqu'un qui n'a aucune considération pour la vie humaine, pour la dignité humaine, pour les droits de l'homme. Et il y a tellement d'exemples. Nous voyons aujourd'hui comment sont traités ses opposants. Et cette situation par rapport à Prigojine révèle d'abord que Wagner, c'est une œuvre de Poutine. Parce qu'on a vu, déjà au lendemain du décès de Poutine, il nomme en même temps un remplaçant, un général qui met à sa place. Bon, c'est pas encore vraiment officiel, hein. C'est vrai que c'est dit sur les réseaux sociaux, mais de façon officielle, on n'a pas encore appris. D'accord, mais nous attendons de voir. Et alors que toujours est-il que il a toujours manifesté une réticence quant à ce qui concerne son approbation de ce que Wagner fait partie des instruments de l'armée russe ou bien de son instrument personnel. Alors aujourd'hui, quand nous voyons ce qui arrive à Prigojine, mais ceci témoigne que Poutine, c'est quelqu'un pour qui la dignité humaine, la vie humaine, les droits de l'homme ne signifient rien. Alors donc moi, je voudrais saisir cette occasion-là pour interpeller vraiment nos frères africains qui vont se vendre à Poutine, qui vont se faire allégeance à Poutine, de réfléchir par deux fois et savoir qu'ils y vont, qu'ils sachent dans quelle position ils doivent se mettre. Sinon, ce sont des revers qui risquent d'essuyer par après. Quand on a vu, Prigojine a été infidèle de Poutine pendant de longues années. Il a servi, et regardez comment, tout simplement parce qu'il y a eu des incompréhensions. Et dans un premier temps, moi j'ai toujours senti que cette formule de ce que Prigojine se retrouve en Biélorussie, etc., tout ça, ça a été de la diversion. Ça n'a été que de la diversion parce que depuis les premières heures, Poutine, dans sa tête, a pris la décision d'éliminer Prigojine et c'est arrivé là. Alors donc, c'est une leçon, je crois que ça doit interpeller d'aucuns réellement sur ce qu'est l'homme Poutine. Alors, je pense que donc vous adhérez finalement à la thèse qu'il a été assassiné. Oui, mais Samuel, parce que la Fédération de Russie a fait un communiqué en disant la Russie n'a rien à voir dans ce crash. Mais vous savez, il faut pas souvent oublier la diplomatie dans certaines réactions. Soit, il faut le reconnaître, soit il y a deux hypothèses. Prigojine savait en son âme et conscience qu'entre lui et Poutine, c'était fini. Il fallait peut-être créer une situation où on peut peut-être soupçonner Poutine, soit
Poutine organise effectivement le scénario et il élimine également Prigojine. Et c'est ce que nous avons vu. Parce qu'on ne peut pas admettre, parce que c'est un avion privé, hein, c'est une compagnie privée appartenant à lui-même, Prigojine. Si c'était par exemple une compagnie de l'État, là on pouvait dire peut-être qu'on a dû mettre peut-être une bombe au bord de cet avion, mais la façon dont les choses sont passées, pour ceux qui ont vu un peu les images, les images, les gens ont conclu comme si c'est un missile qu'on a lancé contre cet avion-là. Donc, pourquoi je disais tout à l'heure, bon, ces deux hypothèses-là se valent. Poutine peut le faire. Prigojine également peut organiser sa mort, vu effectivement que sa relation avec Poutine, ça n'allait plus. Et peut-être, il avait des bribes d'informations, comme si, même s'il était là, ce qui est sûr, tôt ou tard, Poutine peut l'éliminer à tout moment. Et peut-être lui-même peut organiser sa disparition, comme également Poutine peut organiser également sa disparition. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vrai que certains évoqué l'hypothèse de l'Ukraine, mais il faut reconnaître que l'Ukraine est un peu loin de ce acte-là, qu'on puisse tirer un missile depuis l'Ukraine pour atteindre l'avion de Prigojine. Je crois que ça, c'est vraiment une hypothèse quand même à un peu écartée, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir des lobbying au sein, effectivement, des lobbies un peu forts au sein de Moscou. Et également, n'oubliez pas également que Prigojine avait des problèmes avec certains généraux au sein le ministre de la Défense. Donc, tout peut s'organiser. Soit Poutine est au courant, Poutine n'est pas au courant, soit Poutine endosse finalement la responsabilité de ses collaborateurs qui ont dû effectivement organiser l'élimination de Prigojine. Est-ce que la mort de Prigojine, vous pensez que ça aura une incidence sur les actions du groupe Wagner dans les différents pays où il exerce? Non, même pas, Monsieur Samuel. Vous savez, il est clair que Wagner, c'est une œuvre, hein, c'est une, comment dirais-je, c'est un bâton de Poutine. Hein, Wagner est monté de toutes pièces par Poutine, et donc Poutine étant toujours au pouvoir, alors donc rien ne nous étonne. Bon, maintenant nous attendons de voir la confirmation de l'information là par rapport à celui qui remplace automatiquement Prigojine. Donc nous attendons de voir, mais ce qui est clair est que même les officiels savent que Wagner c'est Poutine. Alors donc il n'y a aucun souci à ce que Wagner continue toujours de déployer sa présence, ses actions dans les différents contrées un peu partout dans le monde, surtout en Afrique. Et aussi Wagner reste toujours présent, même en Ukraine. Donc rien d'étonnant. Donc je rappelle quand même qu'au niveau de la Russie, il y a beaucoup de groupes paramilitaires. Wagner est peut-être le plus en vue, mais il y en a énormément qui agissent dans différents pays. Et quand on regarde, Jacques Diakouty, les actions de groupes paramilitaires, on n'a pas véritablement l'impression que la Russie a envie de mouiller le maillot. La Russie n'envoie pas ses militaires, mais intervient dans les pays à travers des groupes paramilitaires. Oui, c'est ce qu'on appelle souvent la sous-traitance. C'est-à-dire qu'on sous-traite effectivement les opérations dans les pays. Et c'est ce que Poutine fait à travers Wagner. Et puis il faut reconnaître que ce n'est pas seulement la Russie. Les pays... Les États-Unis ont fait la même chose en Afghanistan, en Irak. En Afghanistan, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc je crois que, vous savez, il faudrait aujourd'hui que, Africains que nous sommes, c'est vrai que nos armées ont des problèmes et nous faisons appel effectivement à ces supplétifs-là de venir nous aider. Mais l'Afrique devait se réveiller pour mieux organiser effectivement ses armées. Parce que quand ces supplétifs-là viennent, c'est-à-dire pour appuyer nos armées par rapport au combat en Afrique, à la fin, vous voyez effectivement les exactions qui se passent au sein de ces pays. Vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis en Afghanistan. Vous avez vu ce qui s'est passé. Finalement, ils ont dû quitter et vous voyez ce que le pays a subi aujourd'hui. Donc, je crois que la meilleure défense, la meilleure attaque, c'est que c'est des gens qui s'y connaissent. C'est-à-dire que les gens qui se côtoient tous les jours, c'est-à-dire qui savent quelle direction faut-il prendre, quel plan faut-il élaborer pour attaquer l'ennemi. Mais lorsque vous amenez, par exemple, vous appelez ces mercenaires-là, au fait, eux, ils viennent, c'est tout juste, c'est pour occuper. Juste toujours, c'est pour avoir quoi?
c'est d'essayer d'exploiter vos ressources. Les ressources que vous avez, et c'est ce que nous avons constaté. Ils ne viennent pas seulement pour dire qu'ils vous défendent, mais ils viennent pour leurs intérêts. Oui. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que nous puissions nous organiser en tant qu'Africains, parce que quoi qu'on dise, qu'on part du Mali, du Burkina Faso, du Tchad, de la Guinée, du Togo, et de la Côte d'Ivoire, du Bénin, je crois que c'est des pays qui peuvent quand même constituer des forces tampons pour pouvoir venir en aide à d'autres, par exemple, qui ont des problèmes. On n'a pas besoin de faire venir, par exemple, Wagner de quelque part pour aider effectivement les pays. Donc je crois que, quoi qu'on dise, il faut reconnaître que les troupes là que nous avons dans le monde entier ou également en Afrique, ils ne viennent pas seulement pour protéger, mais ils viennent également pour exploiter les ressources que nous avons dans nos pays. En tout cas, c'est toujours une affaire à suivre. On passe maintenant au second. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, et c'est comme pour appuyer un peu M. Jacques et dire que... Mais si vous voyez la manière dont Poutine se comporte actuellement avec les Ukrainiens avec qui ils ont un lien, hein, ils sont comme des frères. Alors si vous voyez la manière dont Poutine se comporte contre eux, alors il faut être vraiment naïf pour croire que dans ce monde-là, un blanc vient pour aimer un Africain. Il faut être vraiment naïf. Oui, mais est-ce que les Africains sont naïfs? Ils savent que ce n'est pas pour les aimer. Ils savent que c'est pour le business. On a besoin de sécurité. On a maintenant de quoi payer. C'est ça aussi. Alors, Monsieur Samuel, si réellement les Africains n'étaient pas naïfs, mais pourquoi est-ce qu'ils manquent de prendre leurs responsabilités? Mais et si les Occidentaux, eux, n'avaient pas pris leurs responsabilités pour se construire, aujourd'hui, vous serez là, courir derrière eux. Vous avez entendu Poutine dire, oui, Prigojine, c'est un businessman. Voilà. Donc ça veut dire que, comme l'a dit M. Jakouti, les gens, là, ils viennent en Afrique, là, c'est pour leur intérêt. Ils ne viennent pas parce qu'ils vous aiment ou pour vous. Est-ce que pour eux, vous avez même de beaux yeux? Non. Quand nous voyons un peu ce qui se passe en Centrafrique, où Wagner est devenu comme une protection pour le président, et avec ça, il se voit en tout puissant pour sauter le verrou de la Constitution, organiser un folklore de référendum pour augmenter le nombre d'années de mandat et le rendre illimité. Vous voyez, c'est tout ce à quoi nous servons pour nos pays. Et c'est dommage, c'est triste. Mais au même moment, tout le pays de la Centrafrique n'est pas en sécurité. Il y a toujours des zones où le président ne contrôle pas. Mais tout son souci, c'est comment s'éterniser au pouvoir, se servir. Il croit se servir de Wagner. Ils croient se servir, mais les gens sont là pour leur intérêt. Et quand à un moment, ils ne verront plus d'intérêt, etc., ben, ils vous lâchent, ils partent parce qu'ils ne parlent là pour tes beaux yeux. Alors donc, à nous les Africains, vraiment, de prendre conscience de nos responsabilités, de nous responsabiliser, de savoir exactement ce que nous voulons pour nous, que de toujours rester là, fragilisé, toujours naïf, et puis croire que c'est elle qui est notre sauveur, etc. Je le dis, je le répète, aucun blanc, aucune race blanche, même il ne faut même pas encore parler des Arabes, n'est venu dans ce monde pour aimer aucun Africain du tout. Voilà, nous devons en prendre conscience. D'accord. Le deuxième sujet, nous passons maintenant à ce sommet des BRICS. Les pays des BRICS, ce sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Les BRICS vont désormais s'élargir à 6 autres pays: l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ils vont rejoindre le groupe à partir du 1er janvier 2024. L'annonce a été faite au cours du sommet parce qu'un accord a été trouvé entre les dirigeants du bloc réunis lors du sommet à Johannesburg, en Afrique du Sud, et des invitations formelles doivent donc être envoyées ou bien lancées dès le jeudi. Il faut le dire, une quarantaine de pays avaient fait la demande d'adhésion aux BRICS. 6 donc viennent d'être acceptés. Les BRICS, c'est quand même 40% de la population mondiale et plus du quart de la production de richesse, 42% de la population mondiale et 40%. Plus du quart de la production de la richesse, ce n'est pas rien. Ils entendent donc mettre fin à l'hégémonie du bloc occidental. Nous écoutons encore une fois à ce propos le président russe. Nous sommes contre toute forme d'hégémonie, contre l'exclusivité promue par certains pays et contre la nouvelle politique basée sur ce principe, la politique de poursuite du néocolonialisme.
продолжающегося колониализма, неоколониализма. Voilà, Yao Nokolo, vous avez compris, aujourd'hui, est-ce que les BRICS offrent, j'ai envie de dire, une parade au bloc occidental? Monsieur Samir, vous savez, c'est amusant quand je regarde tout ça parce que tout cela reflète une rivalité qui ne dit pas son nom. Vous comprenez? Ça reflète une rivalité qui ne dit pas son nom. Bon, donc les BRICS sont dans une nouvelle expérience. Ils sont dans une expérience. Bon, toujours est-il que les pays qui sont devant sont ceux-là qui rassurent, qui donnent une certaine assurance du sérieux que peut incarner ce BRICS. Quand je parle de la Chine, de la Russie, bon, l'Inde aussi qui fait ses preuves. Bon, donc on peut dire que oui, ces pays-là qui sont devant. En Amérique latine, le Brésil tient la tête là-bas. Bon, oui, mais toujours est-il que quand on fait le rapport, quand on soupèse, quand vous voyez le Brésil par rapport à la Chine ou par rapport à la Russie, il n'y a pas à discuter. Donc, je ne dis pas non, je ne dis pas non par rapport au Brésil également, bon, à l'Afrique du Sud, mais néanmoins, la Chine et la Russie sont les principaux moteurs de cette initiative-là. Bon, c'est une expérience et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui veulent aussi y adhérer. Bon, on attend de voir, et on attend de voir également qu'est-ce que les États-Unis pourront également avoir comme alternative par rapport à cette nouvelle dynamique-là qui se met sur pied contre le système dont ils ont toujours été paternalistes. Bon, récemment, j'ai entendu, bon, je ne sais pas si c'est vrai que il y a les Américains qui parlaient de réformes au niveau du FMI et de la Banque mondiale. Bon, est-ce que ce sont des mesures pour automatiquement se mettre en alerte contre cette nouvelle expérience-là, cette nouvelle dynamique des BRICS qui, ma foi... Bon, mais moi, ce qui m'interpelle toujours dessus est que, quoi qu'on dise, les Occidentaux ne dorment pas. Les Occidentaux ne dorment pas. Et moi, je crois que, pour conclure, c'est ça qui doit vraiment nous interpeller, nous les Africains. Que dans ce monde-ci, on n'est pas arrivé dans ce monde pour dormir, mais toujours en permanence, toujours de bouger, de bouger, de bouger. C'est très important. Jacques Diakouty, est-ce que vous pensez que l'Occident tremble en apprenant l'élargissement des BRICS? Vous savez, il faut reconnaître que, contrairement à ce que M. Nkoulou venait de dire tout à l'heure, ce bloc-là est en train d'effrayer effectivement l'Europe et disons les Américains. Parce que vous savez, aujourd'hui, on est en train de valoriser les économies faibles. Vous voyez les pays qui ont adhéré au BRICS la fois passée. On a parlé de l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Argentine. Justement, l'Argentine. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est des économies qui sont en train quand même de monter. Et ces économies, avec ce bloc qu'ils sont en train de former aujourd'hui, vont frapper fort et ça va faire mal. La fois passée, quand je suivais un peu cette conférence, entre-temps, je me croyais au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Parce qu'on a vu, c'est vrai que la seule différence là-bas, c'est que les décisions peuvent se prendre, mais ne pas être appliquées sur tous les autres pays, sauf ceux qui font partie effectivement de ce bloc-là. Mais on a vu que c'est des économies naissantes, c'est des économies qu'on veut aujourd'hui valoriser. Et là où je serais d'accord avec mon ami Nkoulou, c'est que aujourd'hui, il faut effectivement un réveil. Un réveil, il faut également un éveil également de conscience au niveau des pays. Parce que nous avons vu, j'ai vu combien de fois le Sénégal également s'est battu pour faire partie de ce bloc. Mais entre-temps, vous voyez que la faiblesse effectivement du revenu au niveau de l'économie du Sénégal n'a pas permis à ce que le Sénégal puisse adhérer. Mais ce qui est bon, il faut continuer le travail. Je crois qu'en travaillant, dans les années à venir, le Sénégal peut faire partie également de ce bloc-là. Je crois qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, si vous voulez que votre économie soit une économie forte, une économie valorisée, il faut travailler. Et si vous ne travaillez pas, vous ne pourrez pas du tout. L'Inde, on cite aujourd'hui l'Inde, c'est parce que l'Inde a travaillé. On nous parle également de l'Égypte. Vous avez vu, pour ceux qui connaissent un peu l'Égypte, vous allez voir que la plupart des recoins que vous passez au niveau de l'Égypte, c'est des coins touristiques. Et c'est des coins qui rapportent effectivement de l'argent.
Et quand vous prenez par exemple le PIB, vous prenez également le revenu par habitant, vous voyez qu'ils ont quand même tout fait pour pouvoir relever ça. Donc, je crois qu'aujourd'hui, avec ce bloc-là, j'ai foi que c'est un bloc qui va faire trembler l'Europe, qui va faire effectivement trembler également les États-Unis sur les économies faibles et surtout les économies des pays qu'on disait entre-temps que ce ne sont pas des économies fortes, mais que c'est des économies aujourd'hui qui sont en train de monter, qui risquent de créer des problèmes demain à ces blocs-là. Alors, on regarde aujourd'hui ces nouveaux adhérents, l'Iran, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, Émirats, c'est pas quand même des pays, j'ai envie de dire, c'est pas des pro-États-Unis. Finalement, on est vraiment dans ce schéma de rivalité économique des deux côtés. Bien sûr, bien sûr. En plus, il y a aussi un côté politisé. Il n'y a pas que la formule économique qui regroupe, qui détermine. Non. Mais moi, je crois que c'est trop tôt pour conclure que et les États-Unis et l'Europe tremblent devant cette dynamique-là, parce que tout simplement, je suis confiant que des gens ne dorment pas, et je crois que ils auraient déjà anticipé tellement de situations par rapport à cette nouvelle expérience-là, à cette dynamique des BRICS-là, et sûrement qu'ils ne dorment pas aussi, et ils vont aussi vraiment se mettre à la tâche. Mais là où c'est intéressant, ça pourrait être intéressant pour nous les Africains, c'est que ce sont les critères que définissent les BRICS avant l'adhésion. Donc ça veut dire qu'entre autres critères, il y aura question de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption de façon drastique, sévère. Il y a certains critères qui font que quand vous voulez adhérer, on vous appréciera. Alors si ça peut amener maintenant des pays africains qui sont désireux d'y adhérer et se conformer à ces critères, ça va beaucoup aider nos pays. C'est ce qui fait par exemple qu'un poids lourd du continent comme le Nigeria ne peut pas encore pour le moment être membre. Non, pas du tout. Parce qu'en matière de corruption, le Nigeria n'est pas champion de la lutte. Oui, absolument, absolument. Donc voilà. Et donc c'est ce qui pourrait être salutaire pour l'Afrique, si réellement les Africains, parce que bon, vous savez, les Occidentaux, que ce soit même les Américains, le FMI, la Banque mondiale, ils ont toujours aussi touché du doigt l'aspect corruption, l'aspect, etc. Mais ils ne se sont limités que sur des interpellations légères, bon, avec certaines mesures parfois, mais là, on sent une certaine rigueur. On sent un caractère catégorique. Et donc, je crois que si les BRICS maintenaient cela, ça va beaucoup aider à beaucoup de pays africains de se conformer, de prendre conscience. Et aussi au-delà, M. Jacques Jacouti a parlé de l'économie même, qu'il faut travailler. Oui, il faut travailler, mais tout n'est pas question que de travailler comme robot. Mais tout est question de développer la créativité, l'ingéniosité. Parce que quelles sont les différentes formes d'investissement qu'il faut faire, dans quel secteur, comment pousser, etc. Alors voilà, parce que s'il faut dire qu'il faut travailler, bon, en Afrique on travaille, et déjà le dit, là vous verrez les gens en train d'aller au boulot, mais tout est question d'orientation. Alors donc c'est cela que nous sommes vraiment interpellés sur l'aspect de comment nous développons notre créativité, notre ingéniosité, notre inspiration, pour savoir quel genre d'investissement, quel secteur devons-nous attaquer, etc. Et ça demande du sérieux, et ça, c'est cette responsabilité qui nous incombe sérieusement. Alors, aujourd'hui, les BRICS se présentent quand même comme ce mastodonte qui veut ravir son hégémonie à l'Occident. Mais est-ce que vous ne voyez pas au niveau des BRICS même une faiblesse congénitale? Je m'explique. Il y a le poids lourd des BRICS, c'est la Chine. 70% du PIB, parce que la Chine a une population très élevée. La Chine a également un grand rival qui est l'Inde, j'ai envie de dire, qui est très jalouse de l'hégémonie chinoise. Est-ce qu'à l'intérieur même des BRICS, ce petit problème ne risque pas d'affaiblir ce bloc? Oui, vous savez, on ne peut jamais escorter ce que vous venez de dire. Mais l'essentiel au niveau de ce bloc, ce que j'ai constaté, je ne sais pas si vous avez un peu suivi le discours du président russe, Poutine, qui parlait de l'hégémonie entre l'Europe et puis les autres pays. C'est vrai,
Ils sont allés même jusqu'à parler du dollar, Oui. entre-temps, qu'il faut essayer Il y a la dédollarisation, effectivement de l'économie de la monnaie et que ces États-là peuvent encore utiliser. Je crois que c'est vrai ce que vous venez de dire, mais l'essentiel de ce que moi j'ai suivi la fois passée par rapport à cette rencontre, c'est comme si les gens veulent aujourd'hui qu'il n'y ait plus une domination entre les États, mais qu'il puisse avoir effectivement une passation entre les économies. Ça, c'est le plus important. Vous avez parlé tout à l'heure du poids, par exemple, de la Chine et à côté de l'Inde. Au même moment, il a dit que l'effort, moi je crois, au niveau de ce bloc-là, va essayer de supporter les faibles. C'est ce que j'ai compris. Et puis quand vous voyez par exemple l'entrée du Brésil avec Lula, vous savez que toujours le président brésilien, lui, il a fait de l'écosystème toujours son cheval de bataille. Oui. Donc je crois que vous suivez un peu certains Africains qui disent, vous prenez par exemple le Centrafricain, j'ai suivi également son discours, il disait que quand vous prenez par exemple la Centrafrique, c'est un pays où il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de bois, il y a également de l'or et tout, mais il n'arrive pas à exploiter. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que quelque part, ces pays-là ont besoin d'être quoi? D'être soutenus. Ces économies ont besoin également d'être soutenues. Si aujourd'hui, le bloc-là peut permettre également à ces économies faibles-là de pouvoir effectivement se développer, moi je crois que ça serait une bonne chose. Parce que quand vous prenez par exemple le FMI, vous prenez par exemple la Banque mondiale, lorsque vous soumettez par exemple des demandes de financement, vous voyez souvent que les dispositions pour qu'on puisse débloquer les sous, ça prend du temps et c'est trop lourd. Donc je crois que si ce bloc-là peut permettre effectivement à ces pays-là de pouvoir se développer dans ce sens, ça serait une très bonne chose. Depuis un certain temps, qu'est-ce que le Centrafricain l'a dit? Il a toujours demandé à l'ONU qu'on puisse lever l'embargo sur la commande, par exemple, des armes. Ouais. Mais jusqu'à présent, c'est sourd d'oreille. Donc je crois que si aujourd'hui, vous prenez par exemple ces genres de pays qui trouvent ces genres de blocs-là, ils rentrent dedans, on leur permet de pouvoir assouplir effectivement leurs commandes, vous voyez que ça sera vraiment une très bonne chose. Donc je crois que quelque part, aujourd'hui, il ne faudrait pas que quelqu'un soit quelque part pensant qu'il est tout puissant, qu'il est fort par rapport effectivement aux doutes et les écraser. C'est ce qui n'est pas du tout bon. Est-ce que les BRICS profitent de ce qui a fait la faiblesse du bloc occidental pour se bâtir aujourd'hui? Non, je crois que les BRICS, arrivaient à un moment, ils ont fait le choix de tirer l'épingle du jeu. Parce que le système qui a toujours régi le monde, c'est un système, il faut le reconnaître, qui est tissé de toutes pièces par le bloc occidental. Et donc, même si la Chine, même au sein de ces systèmes, a trouvé la formule nécessaire pour tirer épingle du jeu et se construire, se hisser à ce niveau, tous ont fait partie, tous ont joui, tous ont été dépendants de ce système-là. Alors maintenant, aujourd'hui, il y a un désir de libération. Il y a un désir de se libérer, non seulement de se libérer, mais de se repositionner. Et je crois que c'est un défi. Pour le moment, ils sont toujours dans une dynamique de défi, un défi qu'ils doivent relever. Ce ne serait pas facile, mais ça demande encore du travail. Bon, et dans tout cela, si je veux revenir encore un peu en arrière et que, vous savez, moi je pense que ceci interpelle encore plus nous les Africains, parce que tout à l'heure quand M. Jacques Dacoté donnait l'exemple de la Centrafrique, etc. C'est vrai que on parle de l'Afrique juste par rapport à ses ressources minières et non pas à ses ressources humaines. L'Afrique existe. L'Afrique est évoquée juste par rapport à ses ressources naturelles et non pas à ses ressources humaines. Alors, donc, je crois que ça doit vraiment interpeller nous les Africains, à faire nos preuves. Et la base de toute chose, c'est que nous devons au moins arriver à construire notre patriotisme. Parce que nous, les Africains, nous avons tendance à nous confondre à nos pays. C'est comme si, au finish, nous sommes comme
des gens qui veulent être des profiteurs de leur pays. Oui, on veut évoquer nos ressources pour justifier et au même moment n'être que des profiteurs de notre pays. Non, nous devons aimer nos pays. Nous devons mettre nos pays au-dessus de nos intérêts personnels. Parce que sans cela, nous ne pourrons jamais construire notre capacité, notre valorisation. Et donc, en ce sens-là, cela demande à ce qu'il y ait une certaine inclusion. Une inclusion de manière à ce qu'il faut créer un environnement propice. Un environnement qui permette à ce que chaque citoyen puisse être capable de développer ses potentialités, ses créativités, ses capacités. Or, cet environnement nous manque toujours. Et nous avons un atout important. Et c'est quoi cet atout? La diaspora. Nous ne donnons pas les conditions qu'il faut pour que la diaspora, nos fils, les Africains qui vont faire leur preuve en Occident, puissent revenir et traduire cela dans leur propre pays, pour l'intérêt de leur pays. Il y a des hégémonies, il y a des contingences politiques, il y a des formules politiques qui sont, qui constituent des entraves, des blocages. Si tel ne fait pas partie de tel bord politique, non, il ne peut pas avancer, tout ça. Et ça, c'est relatif à nos mentalités. Et nous devons sérieusement revoir tout cela. Parce que quand je prends un peu l'exemple de la Chine, mais les Chinois également ont appris des Occidentaux. Les Chinois se sont fait former par les Occidentaux. Mais quand ils retournent chez eux, ce qu'ils ont acquis comme formation, ils le partagent et le transforment et le traduisent et ils se construisent autour de ça. Mais nous, ce n'est pas toujours le cas. Donc nous devons sérieusement poser les réflexions nécessaires qu'il nous faut pour notre construction. Sans quoi nous resterons toujours dans cette position, dans ces conditions-là d'éternel quémandeur où on va à Russie pour plaider qu'on vient d'installer des ressources et finalement tout ce qu'on aura récolté c'est des blés qu'on nous offre pour partir. D'accord. On va évoluer, on passe au troisième sujet. Nous abordons la question du Niger maintenant. Le Niger, on le sait, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'exclut pas le recours à la force militaire pour un retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Et bien justement sur le cas du Niger, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'est adressé à la presse. Il a évoqué plusieurs sujets, entre autres les dossiers régionaux. Et pour l'ancien président ivoirien, une guerre au Niger, eh bien, ce serait la guerre la plus idiote. C'est ce qu'a dit le président. Le projet d'opération militaire est un jeu de mensonges. Et dans ses propos, il déclare, je cite, « On est pistonné par derrière pour l'uranium, le gaz. » En cela, il fait allusion aux pays occidentaux qui pousseraient donc les États de la CEDEAO à intervenir au Niger pour, dit-on, rétablir l'ordre constitutionnel. Selon Laurent Gbagbo, les gens qui dirigent la CEDEAO perdent pied. Je souhaite que cette force en attente soit mobilisée et que les chefs d'État-major se réunissent pour faire un plan de lutte contre le terrorisme plutôt que pour renverser les putschistes. Jacques Diakouti, voilà aussi une image assez curieuse qu'on a vue sur le continent. Plusieurs parties du continent sont confrontées à de lourds défis sécuritaires. On n'a pas vu cette armada de généraux, de chefs d'état-major aller se réunir pour décider d'un plan Marshall de lutte contre le terrorisme, mais on les voit faire des réunions pour, dit-on, réinstaller quelqu'un au pouvoir. Et tout cela, ça fâche Laurent Gbagbo. Non, pas seulement Laurent Gbagbo, Niaoui. Ça doit fâcher tout Africain. Niaoui, vous vous rappelez, c'est dans ce studio qu'on parlait entre-temps du Soudan. Le Soudan qui continue toujours par brûler. On a parlé également de nos frères africains, nos sœurs africaines, qui continuent toujours par mourir. Dans les eaux. Dans les eaux. Qu'est-ce que nos chefs d'État africains font? Dites-nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Aujourd'hui, on dit que quelqu'un a perdu le pouvoir, on se retrouve en un sommet, immédiatement on dit non, on va mettre une force sur place, aller rétablir l'autre, parce qu'il y a des putschistes qui ont enlevé l'autre du pouvoir. Au même moment, on dit que l'eau, l'électricité, les médicaments, la nourriture ne doivent plus rentrer dans ce pays. Et on est fiers, Africains comme ça. On est fiers, chefs d'État. On est fiers également, militaires, de se retrouver pour dire nous allons envoyer une force pour déloger les putschistes. Je crois que, Niaoui, à un moment donné, il faudrait qu'Africains que nous sommes, nous puissions réfléchir
Parce que ce qui se passe aujourd'hui au sein de la CEDEAO, nous avons l'impression qu'il y a la CEDEAO des Africains et il y a une CEDEAO également pour les Occidentaux. C'est ce que nous avons constaté. Parce que s'il y avait la CEDEAO des Africains, je vous dis, l'affaire là, on allait régler ça depuis. Il est vrai que le président du Nigeria, M. Tinubu, Tinubu a pris une décision parce que lui, son calendrier par rapport à son élection, c'était qu'il ne doit plus avoir un coup d'État en Afrique de l'Ouest. Et si un pays s'hasardait à le faire, pour lui, il faut rétablir l'ordre constitutionnel. Ce qui est une bonne chose. Mais rétablir l'ordre constitutionnel ne veut pas dire envoyer des soldats aller tuer leur propre encore frère là-bas. Parce que ce que les gens oublient, ce qu'on veut envoyer par exemple au Niger, c'est les mêmes qui ont fait par exemple les missions de l'ONU avec les autres officiers qui sont au Niger. Ils se connaissent très bien. Donc vous allez envoyer ces gens-là aller tuer les frères, non, ça n'a pas de sens. Je suis d'accord avec Gbagbo. Il faudrait aujourd'hui, moi ça me fait un peu mal, de constater que c'est toujours nous les Africains qui nous prêtons par exemple à ce jeu. Et Africains, on ne peut pas trouver une solution à nos problèmes. Il faudrait que quelqu'un vienne nous dicter toujours ce que nous allons faire. Je vous dis que le problème du Niger là devait être résolu depuis. S'il y avait la volonté africaine, c'est-à-dire si on laissait les Africains résoudre leurs problèmes, le problème sera résolu depuis. Parce que vous avez vu depuis un certain temps, le ton au niveau effectivement de la jeune qui est au pouvoir a un peu changé. Parce qu'il parle maintenant de transition de 3 ans. Il faudrait maintenant que la CEDEAO saisisse le rebond par rapport à ce qu'ils ont dit, pour dire, bon, écoutez mes amis, le Niger n'a pas un problème institutionnel. 3 ans, c'est trop. Peut-être 1 an, 1 an et demi, vous organisez les élections et on passe à autre chose. Mais vouloir tout le temps dire qu'on va envoyer une force, aller rétablir l'ordre constitutionnel, c'est vrai. L'ordre constitutionnel a déjà pris un coup. Quoi qu'on dise, Samuel, si aujourd'hui on ramenait M. Bazoum au pouvoir, Bazoum aura des problèmes parce qu'il y aura un peuple divisé, il y aura une armée divisée. Est-ce que la CEDEAO va maintenir ces contingents là-bas jusqu'à la fin du mandat de Bazoum? Ça n'a pas de sens. Donc je crois qu'à un moment donné, la CEDEAO s'est pris le pied dans le tapis. Mais à un moment donné, il faut reconnaître ses erreurs. On avance. Avançons. Parce qu'on ne peut pas toujours tenir ce blocus-là aux populations du Niger, leur empêcher qu'on leur amène la nourriture, on leur amène les médicaments. Et au même moment, en tant que chef d'État, vous êtes là tout juste pour dire envoyer la force pour établir effectivement l'ordre au Niger. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, c'est comme si, excusez-moi, Niaoui, c'est comme les chefs d'État que nous élisons, c'est comme s'ils n'ont pas de cœur. Ah, mais c'est ce que nous constatons. Mais vous êtes là, vous dites non, il faut rétablir l'électricité chez M. Bazoum. Ah, donc, les autres Nigériens là ne sont pas des gens. Donc, vous ne les considérez pas. Donc, je crois que vraiment, il faudrait que nos chefs d'État reviennent à la raison. Il est vrai que ce n'est pas tous. Il faut reconnaître que parmi eux, certains ne sont pas d'accord. Je vous dis, s'il y avait ce bloc depuis là, ce qui était pour l'intervention effectivement des militaires au Niger, ça serait déjà fait depuis. Mais on a constaté qu'il y a effectivement certains qui ne sont pas d'accord. C'est là que j'apprécie effectivement notre président, M. Faure Gnassingbé, qui a pris effectivement cette sagesse-là, de dire, mais attendez, mes pères, freinons un peu. Prenons la voie de la diplomatie, négocions avec les gens pour voir ce que ça va donner. Et effectivement, on a vu que depuis un certain temps, finalement, les généraux là quand même ont fléchi pour dire maintenant, il parlait d'une transition de 3 ans. Donc je crois que plaise à Dieu pour que nos chefs d'État reviennent à la raison. Il n'est pas du tout bon qu'Africains, nous puissions prendre les armes pour tirer les uns contre les autres. Et l'autre aspect pour m'arrêter, c'est que Bazoum est entre les mains des mutins. À un moment donné, disons-nous la vérité. Mais si les militaires là pensent qu'ils sont coincés, qui sera le premier à être liquidé? Mais c'est lui. Donc je crois qu'il faudrait laisser cette piste-là. Allons vers effectivement la piste de négociation, comme Gbagbo l'a dit, pour pouvoir libérer Bazoum. Et je ne sais pas, peut-être les chefs d'état-major de la CEDEAO le savent mieux que moi. La présidence au Niger est située à l'intérieur du camp militaire. Donc j'ai bien envie de voir comment ils vont mener cette opération Rambo pour aller le faire. Mais est-ce que tout cela, Yaounoukoulou, ne confirme pas ce que tout le mal que beaucoup pensent des chefs d'État de la CEDEAO qui sont plus entre coquins que véritablement pour les intérêts des populations? Monsieur Niaoui, d'abord, je voudrais dire que Monsieur Gbagbo, lui, il est dans une logique de règlement de compte.
il est dans une logique de règlement des comptes. Il exprime juste une émotion, une passion, parce que il s'est vu retiré de la liste électorale, et donc pour lui c'est une occasion bien offerte pour régler des comptes de façon un truc là au président Ouattara. Et donc il fait diversion. Moi je vais même conseiller à monsieur Laurent Gbagbo. Il a eu l'occasion d'avoir été à la tête de la Côte d'Ivoire déjà une fois. C'est bon. Maintenant il faut qu'il prenne sa retraite, qu'il aille se reposer, et s'il a de la compétence, qu'il a quelque chose à apporter, qu'il l'apporte dans une nouvelle génération à préparer des relèves, que de toujours vouloir. C'est ça nous les Africains, hein, c'est ça. On veut toujours rester campé, s'éterniser, parce que on est incapable de réfléchir alternative, et c'est dommage. Et voilà. Et maintenant dans sa logique de règlement de comptes, et voilà, il va créer de la confusion. Moi je ne veux pas manquer de dégâts à l'endroit de nos chefs d'État de la CEDEAO. Je ne veux pas leur manquer de garde comme le président Gbagbo s'est hasardé à le faire. Moi je ne vais pas leur manquer de garde. Une chose est claire, est que tant que nous les Africains nous allons manquer d'être conséquents, d'être réalistes et d'être objectifs, notre situation, notre condition ne va jamais changer. Alors pour dire que oui, à un moment, il faut de la rigueur, de la fermeté. La CEDEAO l'a compris. Parce que ce n'est pas... C'est-à-dire, j'essaie de comprendre, mais je n'y arrive pas. Les coups d'État qui sont illégaux, des coups d'État qui sont illégitimes, des gens qui sont illégitimes, on va demander aux mêmes gens de préparer une feuille de route et de conduire une transition. Ça n'a pas de sens, c'est rocambolex. C'est la même chose qui se joue au Burkina, qui se joue au Mali. Justement, ça, c'est la même chose qui se joue au Tchad. Oui, monsieur Samuel, c'est ça l'État, c'est ça la largesse, c'est ça l'erreur qu'a commise la CEDEAO avec le Mali et le Burkina. Des gens qui sont montés au pouvoir par la force des armes. Et au même moment, ces gens vous leur demandaient de présenter une feuille de route pour conduire une transition. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et il n'y a qu'avec nous qu'il faut voir ça. Alors maintenant, si la CEDEAO prend conscience de sa largesse dont elle a fait montre de par le passé, et qui maintenant crée du désordre, il faut le dire. Ça crée du désordre. Et maintenant, la CEDEAO veut rectifier le tir. Elle a besoin de rigueur. Elle a besoin de... La rigueur passe par les armes, la guerre. Vous savez, ce n'est pas du choix de la CEDEAO d'aller par la force. C'est la position de la junte. Parce que cette junte elle-même, elle se met dans une position de rapport de force. Voilà. Elle se met dans une position de rapport de force. Si elle ne se mettait pas dans cette position de rapport de force, je crois qu'elle aurait déjà entendu raison. D'accord, mais puisque avec les missions qu'il y a eu, des missions qui étaient au contact avec eux, déjà ces missions feraient que même si Bazoum ne revenait pas au pouvoir, il ne ferait, parce qu'il s'entête dans ce rapport de force en nommant un premier ministre, en formant un gouvernement, etc. Il se met dans une position de rapport de force. Alors donc la CEDEAO n'a pas d'alternative. S'il se met